Puisez au fond de vous pour découvrir ce qui vous fait vibrer, c'est un des nombreux messages que nous transmet Christelle dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je suis ravie de vous proposer une interview de Christelle Froger, créatrice et consultante culinaire originaire de l'île Maurice. J'ai rencontré Christelle durant nos études de communication et je suis heureuse de pouvoir échanger avec elle sur son parcours qui, je pense, pourra en inspirer certains. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Christelle! Bonjour Sarah. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Christelle. Je suis arrivée en France en 2008 pour mes études. En fait, je suis originaire de l'île Maurice. Ok. Et donc, j'ai eu un premier parcours en langues étrangères. Donc, j'ai fait une Mhm. licence. Et ensuite, j'ai fait un master en marketing digital. C'est là où on s'est rencontrés. C'est vrai. Et ensuite, en fait, c'est sur les bancs de l'école que j'ai créé, mon blog, l'atelier de Christelle, qui était en fait l'atelier de l'artiste et donc ce blog parlait de sujets assez lifestyle, je faisais des ateliers un peu de tout, voilà. Mm. Et en 2015, quand j'ai été diplômée, j'ai décidé de consacrer mon blog à la cuisine et en fait, c'était tout ce que j'avais le temps de faire parce que la petite histoire, c'est que je suis devenue, belle-maman, très tôt, Mm. donc à l'âge de 22 ans, Ouais. plus précisément et en fait, je devais gérer, ma vie familiale et le blog, en fait, c'était, tout ce que j'avais le temps de faire entre 2. Et voilà, donc petit à petit, je me suis fait connaître grâce à ce blog car, ça parlait de la cuisine de l'île Maurice, plus précisément, de mes origines et donc je suis devenue créatrice de contenu, hein, en freelance Ouais. et ensuite, petit à petit, j'ai fait aussi des ateliers culinaires, enfin des événements, pas mal de choses. Ce qui m'a conduit après, en, décembre 2020, à créer mon agence de communication événementielle spécialisée pour les métiers d'agroalimentaire et les métiers de bouche, qui s'appelle du coup Agence Christelle Food, agence KF, donc un jeu de mots avec, mon prénom et mon nom de famille, Christelle Froger, comme un event. Super, génial. Voilà. En tout cas, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et de nous retrouver après toutes ces années après l'école, donc c'est trop chouette. Complètement. Alors du coup, comme tu nous l'as dit, tu es originaire de l'île Maurice et tu es née là-bas. Jusqu'à quel âge tu y es restée? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, du coup, que tu as pu vivre un peu là-bas? Du coup, je suis, restée à l'île Maurice jusqu'à l'âge de mes 18 ans, en Ok. fait. Donc je j'ai vraiment quitté mon île, pour aller étudier, Hmm. voilà. Sinon je pense que j'y serais restée, hein, plus longtemps, parce qu'il fait vraiment bon y vivre. Enfin, c'est vraiment, Ouais. je pense, une île, paradisiaque. Enfin, tout le monde rêve d'aller là-bas, voilà. Et et en fait, mon enfance s'est articulée de telle façon, c'est-à-dire que, j'ai une enfance heureuse, simple. Je me souviens que quand, j'étais petite, on était d'une famille, pas pauvre, mais très, très, très modeste. Hmm. Voilà, donc je jouais avec les poussins, à la dinette, je me souviens des toilettes turques, des qui étaient au fond du jardin, enfin celles qui étaient dans la cour, tu sais, j'ai pas eu l'enfance que tout le monde a eu ici, en fait, tu Ouais, vois? En ouais, France, ouais. encore l'époque où, ça va, la machine à laver était arrivée, mais ma mère, elle lavait encore les vêtements, sinon dehors sur des grosses pierres, tu vois? Incroyable. Ouais, 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 on n'avait pas beaucoup de choses à manger. Hmm. Notre alimentation était vraiment, basée avec, enfin, des choses très, très, très simples, et en fait, on se partageait les chambres aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de chambres, donc on vivait avec ma grand-mère.
Donc parfois je dormais avec ma grand-mère, parfois je dormais, dans la chambre avec, ma sœur, mon frère, parfois j'étais dans la chambre avec mes parents. Enfin vraiment Ouais, c'était pas, enfin je veux dire, j'ai une enfance assez enfin très simple, voilà. ouais, Ensuite, à l'âge de 6 ans, 7 ans, en fait, ce que je savais pas, c'est que parallèlement, mon papa et mon cousin, en fait, ils construisaient de leurs mains, la maison après qui est devenue donc, la nôtre après. Et mon père, il a monté un parpaing par parpaing, pour faire une grande maison. Et du coup, on a ensuite, emménagé dans cette maison, voilà, qui est toujours la maison de mes parents actuellement. Et mon père aussi, il tenait absolument à m'ouvrir, des portes, donc il a mis toutes ses économies, en fait, pour m'envoyer dans une école privée française. Parce qu'il faut savoir qu'à l'île Maurice, les écoles, sont ce qu'on appelle des écoles du gouvernement, donc des écoles publiques et d'accord. donc anglaise, donc tout le système est anglais en fait, anglophone là-bas. OK. Et moi, il voulait vraiment que je puisse avoir un baccalauréat pour pouvoir ensuite, voyager et venir, plus facilement en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, mais pour venir en France, faut quand même passer des tests de langue, des tests, pour, prétendre à un visa. Et moi, j'ai D'accord. pas passé tous ces tests-là vu que j'avais un baccalauréat français. Trop bien. Voilà. Donc ça s'est fait de la sorte et mes parents alors quand je dis mes parents, ma mère très cool, très, maman poule, qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de moi d'ailleurs. Mmh. Elle a vraiment été un exemple pour moi parce qu'elle a dédié toute sa vie à ses enfants. Mmh. Donc elle cuisinait tout le temps. Elle se levait à 5 heures du matin, on entendait, de ses casseroles en cuisine. Elle, nous préparait notre déjeuner parce que là-bas, en fait, il y a pas la cantine comme ici, en fait. Ou dans mon école, la cantine était payante. Donc mes parents, déjà, ils payaient mon école, donc ils ne pouvaient pas se permettre de payer en plus de ça la cantine. Et donc ma maman nous préparait notre déjeuner pour mon père et moi pour le midi, le casse-croûte. Elle préparait le plat du midi, plus elle renquillait pour le plat du soir. Enfin, c'était Mmh. chez moi, c'était, vraiment, tu avais l'impression que c'était un restaurant, en fait. C'était, voilà et du coup, beh, j'avais tout ça en fait comme exemple. Plus, j'étais je suis de la communauté tamoule donc communauté, je sais pas dire assez, bah, très cool, mais aussi très, tu sais, il faut qu'on marche droit. Mmh. Donc c'est vrai que je comprenais pas, mais il y avait plein de dangers et du coup, j'avais pas le droit de sortir, ou quand je sortais, c'était forcément avec ma mère ou accompagnée et je j'ai pas eu, tu sais, le la enfin, l'enfance et l'adolescence que beaucoup ont eu en allant dormir à droite, à gauche. Quand j'allais Mmh. dormir chez des copines, c'était des copines que vraiment mes parents connaissaient. Ouais. Sinon, je pouvais pas faire, je trouve qu'en France, là-dessus, c'est très cool, Mmh trop mh. cool même parfois. Donc on sait même pas chez qui on envoie, ses enfants, c'est hyper à la cool, enfin voilà. Mmh. Moi non, c'était pas ça et en fait, mes parents, c'est vrai que je comprenais pas, hein. Je me disais: «Mais mes copines, elles ont le droit de faire ça, moi j'ai pas le droit de faire ça» Mmh. et donc ça a été ça. Mais quelque part, tu sais, j'ai appris aussi que, toutes les fois où je pensais m'ennuyer, que en fait, c'était bon pour moi parce que c'est là où, ma créativité a pu se développer puisque comme je n'avais pas le droit de sortir ou comme j'étais tout le temps à la maison et Mmh. ben, du coup, c'est là aussi j'usais de stratagèmes pour, essayer de, ne plus m'ennuyer. Bah Donc oui. je créais, je peignais, je dessinais, donc toutes mes passions, en fait, d'ailleurs, ont émergé à l'âge de 4 ans. J'ai fait mes premiers dessins à l'âge de 4 ans. Après, ça n'a fait que grandir. J'ai développé une passion aussi pour le chant, Mmh mh. pour, tout ce qui était artistique, finalement. Pour les langues étrangères aussi, c'est ce qui m'a amenée, à faire des études de langue, parce que je les apprenais en autodidacte chez moi. Trop bien. Et finalement, voilà, ces grosses périodes d'ennui, m'ont construit en fait et ont fait de moi la personne que je suis actuellement et bah, je remercie mes parents parce qu'à l'époque, j'avais pas ce recul, Ouais. de me dire, ben, ils ont et c'est vrai qu'ils faisaient tout pour moi aussi, hein. J'étais la petite dernière de la famille
celle qui est arrivée 10 ans après tout le monde, parce que j'ai un frère, de 10 ans de plus que moi et une sœur de 9 ans de plus et donc j'étais, surprotégée. On m'a donné aussi, l'opportunité d'avoir, une éducation pas comme les autres, enfin et franchement, oui, aujourd'hui, je me rends compte que, j'ai vu ma mère cuisiner, je cuisinais pas, mais je l'ai vue faire. Donc ça m'a quand même inconsciemment inspirée, Ouais. parce qu'en tant que parent, parfois, on fait des choses, mais on se dit: «Mais ça sert à rien». Au final, on sait pas comment enfin, le poids qu'on a pu avoir sur la vie de nos enfants et mon père, c'était pour moi, un homme d'affaires, enfin, il est directeur commercial, en fait, dans la même boîte depuis toujours. Et je l'ai vu avoir du bagou, connaître tout le monde, discuter avec tout le monde. Ma mère, c'est pareil, c'était une négociatrice. Elle a non, mais elle allait sur le marché, elle cassait les prix, elle était là. Elle connaissait tous les marchands, tous les vendeurs, tous les trucs et Mmh. au final, mes parents, mais en fait, ça a été complètement mes modèles, en fait, dans la vie Mmh. et aussi, même ils ont pu avoir des défauts, et ben, en fait, ces défauts, je les ai aussi analysés. Je me suis dit: «OK, je ferai autrement», même si je sais que moi aussi, en tant que parent, plus tard, j'aurai des défauts parce que personne n'est parfait, en fait. Bah oui, Voilà. ouais, ouais. C'est J'espère génial. que je t'ai assez résumé la chose. C'est super. Mais du coup, donc tu en as parlé un petit peu. Donc finalement, toi, ton adolescence, c'est pas du tout passé comme les autres. Tu plutôt, du coup, restée un peu toute seule dans ton coin ou t'avais quand même un peu le droit de sortir? Alors, je restais beaucoup dans mon coin, Mmh. je restais beaucoup chez moi ou alors j'allais chez mes grands-parents. Ouais. Donc chez mon grand-père, en fait, qui, je dois dire, a été extrêmement présent, pour moi, mon grand-père maternel, en fait. Et donc, toutes les fois où, j'étais plus ou moins, disponible, en fait, c'était, mis à profit pour apprendre quelque chose, Mmh. pour réviser, pour, voilà. Donc oui, donc j'étais assez marginale pendant que tout le monde sortait pour aller fumer pendant les pauses, j'étais au CDI. Même si j'étais une élève très moyenne, en fait, j'étais pas une flèche, hein, j'étais très Mmh. moyenne. Par contre, je me donnais les moyens, c'est-à-dire je me disais: «OK, j'ai des difficultés, mes parents, quand même, ils me payent une école où, ben, mes cousins, cousines, bah, ils sont pas dans des écoles comme ça». Enfin, j'estimais la chance que j'avais et du coup, je redoublais d'efforts pendant mes temps, de libre pour, faire autre chose et pour me dire: «Bah, non, en fait, j'ai de la chance et il faut que j'exploite tout le temps que j'ai» et que, je j'avais un chez nous, on nous inculque le grand respect des anciens. Mmh. D'ailleurs, mes grands-parents, je les vous voyais. Mmh. Ici, je trouve que, souvent les jeunes manquent de respect, aux gens, plus âgés, en fait, Ouais. même parfois aux parents, c'est limite leurs copains, Mmh. les grands-parents, voilà et en fait que moi non, j'avais un énorme respect pour mes grands-parents et dès que je pouvais aller les aider ou aller, j'allais faire, une balade avec mon grand-père, ma grand-mère, enfin voilà. J'écoutais leurs histoires qui étaient extrêmement enrichissantes pour moi parce que eux aussi à leur époque, il y avait des choses, en fait je tirais beaucoup d'expérience de leurs histoires, voilà et du coup, je regardais des choses avec mon grand-père, les chiffres et des lettres, Question pour un champion, Motus, La cible, c'est des choses que je regardais avec eux Ouais. et les mots fl je jouais aux mots fléchés, aux mots croisés, enfin vraiment, je faisais plein de choses comme ça et je savais pas aussi que ça me nourrissait mine de rien, tu vois? Mmh. Enfin, c'était inconscient encore une fois, hein. Ouais. Et voilà, donc je posais des questions aussi sur, parce que mon grand-père, il aimait bien, cuisiner certaines choses, pas tout, hein, mais Mmh. il maîtrisait certaines choses, donc il me donnait ses astuces. Pareil, je cuisinais pas, mais j'écoutais énormément ce qu'il me Ouais. racontait, tu vois? Et après, j'avais quelques copines, pas beaucoup, hein, pas beaucoup de copines, non, vraiment pas beaucoup, en fait, j'avais pas beaucoup d'amis. Mmh. Mais le peu que j'avais, alors, quand toute mon enfance, j'avais une copine, donc j'allais chez elle Mmh. et après, quand j'ai grandi, j'en avais une autre et j'allais que chez elle. Elle habitait à 2 pas de chez moi, Mmh. mais en soi, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Non, c'est vrai que là-dessus, pas beaucoup. Ouais. Mais c'est génial parce que finalement, tu as profité en fait de
bah, des personnes de ton entourage, de ta famille, des anciens. Ah oui, complètement. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ils t'apportent plein de choses. Et c'est vrai que maintenant, peut-être qu'on passe pas assez de temps justement avec les membres de sa famille. On passe pas assez de temps à apprendre des choses un petit peu de ses grands-parents. Et finalement, toi, tout ça, t'as pu le faire. Donc, c'est hyper riche maintenant. Et puis, dans tous les cas, maintenant, tu peux te faire plein de potes ici. C'est pas grave du tout. Tu sais, le truc, c'est que mon père, il me répétait des phrases. Tu vois, comme pour la cigarette, parce que ça, c'est aujourd'hui, beaucoup de gens fument en France, dépensent leurs sous dedans parce que ça coûte cher, hein, Ouais. abîment leur santé avec ça. Et c'est vrai que, tu sais, il me faisait un genre de, pas de bourrage de crâne, mais j'en entendais quand même souvent parler. Donc, ce qui Mhm. fait que malgré tout, même si j'ai déjà essayé, hein, voilà, ces paroles résonnaient en moi, ce qui fait que bah, j'ai jamais enfin, voulu fumer quelque part, Ouais. voilà. Et pareil pour les relations amicales. C'est vrai que je m'attache, enfin, de toute ma vie, hein, jusqu'à même mes 32 ans, j'ai toujours cherché à avoir des amis, des copines, avoir un peu tout ce que tout le monde avait. Mais Mhm. au final, quand je regarde, mais c'est vrai que mais mon père me disait toujours Heu, tu vas voir, des amis, tu en auras pas beaucoup dans ta vie, mais ceux qui resteront, ce seront les vrais amis. Arrête de t'attacher à tes amis. Tu es ami, mais tu es ami aujourd'hui, tu seras pas peut-être pas ami demain avec. Ta famille, elle restera toujours là. Et en fait, ici, on est beaucoup trop copains, copines. Ça, c'est j'ai l'impression que les jeunes en France, toute leur vie, c'est leurs copains et leurs copines et très peu, leurs parents. Alors, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même, panier, hein. Ouais. Mais c'est un constat global que j'ai pu faire en étant ici. C'est qu'en fait, on veut, je sais pas, bien se faire voir, être dans le truc, on veut être bien et tout ça. Et en fait, on s'attache à des choses éphémères et qui ne durent pas, en fait. Alors que la famille, c'est vrai que si on en prend soin, bah, elle restera toujours là, en fait. Très beau message, incroyable. Non, mais c'est hyper intéressant en plus d'avoir ton point de vue comme ça extérieur, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout eu la même adolescence, et c'est vrai que t'as pas tort du tout sur le fait que bah, quand t'es jeune, effectivement, t'es très sur tes amis, parce que, alors je sais pas si c'est inconsciemment, on sait que la famille sera toujours là, et du coup, peut-être que on se donne pas la peine de cultiver ça. Alors que les amis, effectivement, vu que c'est quelque chose d'extérieur, bah, ça vient, ça part, et t'as peut-être plus tendance à vouloir cultiver ça en disant, bah, c'est pas là pour toujours, quoi, il faut y faire attention. Donc, mais c'est intéressant, du coup, d'avoir ton regard là-dessus. Et dans beaucoup de cultures, hein, Ouais, c'est comme moi. C'est-à-dire, si tu regardes dans d'autres pays, la famille, c'est super important, en fait. ouais. Et c'est important, ça passe avant tout. Tu as même, je vais pas citer les cultures en question, mais je pense que les gens qui regarderont, qui sont d'autres cultures comme moi, tu parfois même, il y a de la famille, ça passe avant pour un homme, ça passe avant sa femme, quoi, tu vois? Enfin, Hmm. après là, c'est un peu trop, hein, faut doser, hein, faut doser, mais je veux dire, parce que mine de rien, moi, je savais que, la famille que je construirais, elle serait aussi importante. Comme je disais, j'ai pris le bon, j'ai laissé le mauvais de la culture, Hmm. de laquelle je viens. Il y a aussi des mauvais côtés. J'ai vu des belles familles qui étaient beaucoup trop présentes, dans la vie de couple de leurs enfants, par exemple et je me suis dit: «Non, alors faut qu'il y ait un dosage». C'est-à-dire, évidemment mes parents, faut qu'ils soient là, mais après mes parents, c'est pas des gens à s'imposer, hein, voilà. Mais c'était aussi à moi de leur donner leur place, c'est-à-dire, de dire: «Bon, ben oui, vous êtes là, vous êtes importants, mais maintenant j'ai aussi fondé ma propre famille, en fait». Ouais. Voilà, donc après ça existe aussi en France, hein, des belles familles qui sont un peu, envahissantes, voilà. Hmm. Je te vois faire Oui, bah oui, on en reconnaît, hein, c'est pas facile. Je pense que, enfin, j'ai fait de la philo, hein, et mon prof de philo, il sait pas à quel point, en fait, ça m'a servi. Tu vois, quand on parlait d'altruisme, d'introspection, je trouve que, on devrait tous plus être déjà altruistes, se mettre à la place des autres.
pour comprendre aussi, des mécanismes, de pensée, de pourquoi la personne a fait enfin comme ça Mmh. et aussi d'introspection, pourquoi nous on réagit de cette façon par rapport à la situation et voilà. Donc moi je me suis beaucoup introspectée je pense, hein, et je suis encore beaucoup trop altruiste parfois et j'essaie de trouver un dosage entre les 2. Ouais. Ah ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est un travail qu'on fait sur soi tout le long de sa vie, donc pas de panique, mais c'est vrai qu'en même temps, tu l'as fait peut-être assez tôt parce que t'as eu du temps aussi toute seule pour C'est ça, réfléchir, pour prendre c'est du ça. temps pour toi. Donc effectivement, ça dépend comment chacun a grandi. Et du coup, quand tu es arrivée en France, tu avais quel âge? Est-ce que tu t'es adaptée facilement? En fait, quand je suis arrivée en France, je disais j'avais 18 ans. Ouais. Donc, je me suis adaptée facilement parce que je pense que plus tu arrives jeune dans un pays et plus c'est facile. Après, je parle pour moi, mais je sais que j'ai eu d'autres amis qui ont le mal du pays et qui sont rentrés parce ils n'ont pas en fait retrouvé les mêmes valeurs qu'on avait chez nous. Hmm. Et puis le truc, c'est que moi, mine de rien, mes parents, ils étaient toujours très ouverts vers les étrangers, donc même à l'île Maurice. Donc, mon père, il travaillait avec des Français, tout ça. Donc, j'avais déjà des notions, Hmm. si tu veux, et comme j'étais dans l'école française et puis que je côtoyais beaucoup de Français, je voyais un peu certaines façons d'être, tu Ouais. vois. Et si tu veux, j'ai pas du tout été choquée en arrivant ici, enfin, un peu peinée sur certaines choses, Hmm. et du coup, finalement, j'ai vu aussi en la France un pays rempli d'opportunités. Hmm. Parce que, bah, attends, chez moi, il y a plein de choses qui n'existent pas, hein. Ou alors, si ça existe, ça n'est accessible qu'à des gens d'un certain niveau social. Ouais. Moi, ma famille était de classe moyenne, donc voilà. Et puis, il y avait des choses que je ne faisais pas aussi parce que j'étais là-bas, tant que t'es pas marié, tu quittes pas le toit de tes parents, par exemple. Hmm. Et donc, en arrivant ici, pour moi, j'ai vu, c'est comme si qu'on me déroulait le tapis rouge, en fait, tu vois? Attends, ici, je vais pouvoir, faire tout ce que je veux, en fait, tu vois? Je vais pouvoir encore plus mettre à profit, tous mes talents, tout ce que je fais, tout ce que c'est incroyable, l'université, c'est gratuit, Ouais. c'est enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui se plaignent et qui se rendent pas compte, en fait, beh, que la France, c'est une mine d'or, en fait, qu'il y a tellement de choses, en fait, tu vois? Hmm. Ah ouais, Voilà. non, mais c'est Donc sûr. non, 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 je me suis, carrément adaptée. Moi, c'est devenu mon pays. En plus, Bordeaux, j'ai carrément adapté Bordeaux parce Hmm. que je sais pas s'il y a des Bordelais qui regarderont la vidéo, Il y a au moins moi. mais tu vois, typiquement à l'époque, je m'étais fait un réseau de malades, je rentrais dans n'importe quel magasin, tout le monde me connaissait, je faisais, quand j'avais 20 kilos de moins, je faisais des photos, j'étais plutôt dans la beauté, j'ai fait, 2 émissions quand j'étais à Bordeaux, j'étais, aussi j'avais une amie à l'époque qui était styliste, bah, qui me faisait pas mal travailler, qui m'avait fait travailler pour, la ville de Bordeaux comme ambassadrice. Donc j'avais aussi ma photo régulièrement dans les magazines, sur les panneaux publicitaires, pour, pour plein de trucs, quoi. Donc c'est Hmm. vrai que pour moi, Bordeaux, c'était juste, une aubaine, enfin, c'était la France, c'était, et quand je suis arrivée en Normandie, parce qu'aujourd'hui, c'est là où j'habite, je me suis dit: «Ah et tout, oh là là, j'arrive dans un coin où il y a rien», enfin, par rapport à Bordeaux, Bah oui. tu vois? Enfin, ça faisait un choc émotionnel, très, très fort. Mais au final, je me suis dit: «Mais attends, c'est moi qui vais révolutionner mon propre monde et je vais créer quelque chose», et aujourd'hui, j'ai bâti aussi quelque chose, ici en Normandie et je suis hyper contente, en fait. Hmm. C'est trop bien. Alors, on va parler un petit peu maintenant de ta vie perso. Parce qu'on en parlait déjà pas assez, donc Ouais, on en rajoute une petite couche. Aujourd'hui, du coup, tu es mariée à un homme d'origine française et qui avait déjà 2 filles. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, c'est tu ça, étais belle-mère avant d'être mère. c'est ça. Est-ce que, même si c'était pas tes filles, tu as envie un petit peu de transmettre ta culture mauricienne? Oui, alors au début, j'avais surtout envie de triper tout le monde.
soyons honnêtes, hein, les belles mamans qui vont regarder la vidéo, hein, au début, c'est dur, hein, parce qu'il faut se faire une place, hein. Ouais, Surtout, quand il y a 2 filles et un papa. Les filles, sont souvent très papa. ouais. Voilà, après, j'avais aussi, bon, beaucoup de volonté de me faire accepter. Donc ce qui fait que oui, on a fait notre lune de miel, mais on les a emmenés avec nous. Mmh. Voilà. On les a beaucoup intégrés, au début, mon mari les avait une semaine un week-end sur 2. Mmh. Du coup, vu que j'étais là, on a commencé à les prendre, une semaine sur 2. D'accord. Voilà. Donc comme ça me permettait de m'en occuper et tout ça. Dès qu'on allait quelque part en week-end, même si c'était pas notre tour de les garder, ben, on demandait à les garder, en fait. Donc on les Mmh. emmenait avec nous en week-end. Donc oui, mes premières années de mariage, c'était surtout des semaines d'intégration. Voilà et alors, leur maman, est, d'origine, mauricienne aussi. OK. Donc on est une grande famille, voilà. Heu, du coup, mais elle est arrivée en France quand elle était petite, je crois qu'elle avait 4 ans, si mes souvenirs sont D'accord. bons. Donc c'est plus sa maman à elle qui faisait des plats mauriciens, donc après elle cuisinait français, enfin un petit peu Mmh. mauricien, mais surtout français. Donc finalement, c'est plus moi qui ai transmis la culture mauricienne aux filles D'accord. et avant mon arrivée, Fabrice, enfin Fabrice, mon mari, du coup, il faisait des plats style de la mousseline, du jambon, steak haché, purée, enfin des coquillettes, enfin je sais pas, des pâtes, des nouilles, enfin des trucs avec du La jambon. grande C'était cuisine, les quoi. repas, la grande cuisine, voilà. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai un peu révolutionné tout ça en disant: «Mais non, mais il y a des spécialités mauriciennes, puis moi, je vais faire de la vraie purée». Et puis moi, je fais genre, sachant que moi-même, hein, j'étais novice en cuisine. Et c'est vrai que oui, en fait, je pense que j'ai beaucoup transmis, aux filles, la culture mauricienne par rapport à la cuisine. La cuisine, ça fait partie de la culture, en fait. Mmh. Et aussi par rapport à, au chez nous, on a un système très, je sais pas si ça se dit, méritoire, voilà. C'est-à-dire, tout se mérite, D'accord. voilà. Et ici, je trouve qu'on donne beaucoup trop facilement tout aux enfants, en fait, même quand ils Mmh. méritent pas, voilà. Et en fait, quand je voyais mon mari, qui aime vraiment beaucoup gâter ses enfants, c'est pareil avec mon fils, hein. Notre Mmh. fils, voilà, c'est pareil. Moi, j'étais là: «Non, attends, ils apprendront jamais rien, en fait, si tu leur donnes tout Ouais. sur un plateau comme ça, hein, doré». Moi, attends, moi, pour ne serait-ce que partir en vacances, quelque part, il fallait que j'ai des bonnes notes, il fallait que j'ai un comportement irréprochable. Sinon, c'était clair que si je regardais trop la télé, mon père débranchait la télé. Si j'étais trop sur internet, mon père débranchait, il se désabonnait, au truc internet, quoi. J'ai dit: «Non, mais» et franchement, c'est des choses qui te traumatisent, mais en même temps, ça te pousse. C'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne. Mmh. Du coup, tu te dis, «Attends, je vais bosser pour y arriver». Donc moi, il y a toute mon éducation mauricienne, évidemment, je voulais, aussi la Le transmettre, transmettre, à ouais. mon mari, déjà, pour qu'il comprenne, cette façon de faire. Et bon, c'était très dur parce que je suis arrivée, en fait, les filles, elles avaient déjà 10 et Mmh. 12 ans. Donc si tu veux, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai petit à petit réussi à faire comprendre certaines choses à mon mari, mais pour lui, enfin déjà, je pense que les divorcés, ils ont beaucoup de culpabilité, parce qu'ils se disent, «Bah, voilà, j'ai envie de me rattraper autrement, donc je vais gâter mes enfants». Ouais. Mais au final, c'est pas une bonne stratégie parce que on se rend compte que, beh, les enfants divorcés, après, ils jouent sur tous les tableaux parce que forcément, ils ont vous imaginez le pactole que c'est d'être un enfant divorcé? Tu as des cadeaux du côté de ta mère, tu as des cadeaux du côté de ton père, tu as les tantes d'un côté qui te donnent des trucs, les tantes de l'autre côté qui te donnent des trucs, tu as les grands-parents d'un autre côté, truc. Puis en fait, c'est pactole, tu as tout ce que tu veux en fait. Du coup, alors Mmh. évidemment, tu es comblé niveau, matériel. Ouais. Niveau affectif, c'est un peu plus compliqué, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre en fait. Mmh. Alors il vaut mieux, peut-être donner moins de choses au niveau des cadeaux, mais être plus présent et faire beaucoup plus de choses, qualitatives avec, avec Mmh. ses enfants. Donc oui, ça, j'ai essayé d'apporter cette notion.
aussi la notion de les suivre au niveau de l'éducation, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ici et pas très, très bien orientés. Alors je parle pas des conseillères d'orientation, hein, excusez-moi, mais j parfois je me demande si c'est des plantes vertes, en fait, qui sont là juste pour être là et qui n'orientent pas vraiment, en fait, qui sortent la documentation de l'ONICEP, en fait, tu vois? Enfin, qui va sur le site de l'ONICEP. Ah oui, c'est sûr, ça m'aidera à trouver ma voie, tu vois? Mais Ouais. pas vraiment. Ouais, de toute façon, l'orientation, c'est des sujets qui reviennent souvent à Ah souvent, l'adolescence, c'est souvent, souvent. problématique. Et c'est vrai que bah, justement, j'ai participé à un atelier il n'y a pas longtemps sur justement auprès de jeunes qui cherchent leur orientation, justement qui sont perdus, il y en a qui sont déscolarisés, il y en a qui savent pas du tout où aller. Et en fait, la plupart du temps, c'est parce que bah, soit ils n'ont pas les bonnes informations, il y a un manque d'informations, où ils se font une image un petit peu, ils ont une vision d'un métier et au moment où ils le font, bah en fait ça correspond pas du tout à ce qu'ils pensaient quoi. Donc en fait le côté information c'est assez important. Ouais, il y a un gros travail à faire là-dessus. Moi, personnellement, au niveau de mes belles-filles, en fait, Mm. surtout de la première qui a été beaucoup plus avec nous, parce que la deuxième elle était beaucoup plus chez sa maman. Donc la première en fait, on enfin, même les 2 mais ça on voit quand même une différence entre les 2 voilà. C'est que je tant que je pouvais les emmener à des événements, à des salons, leur faire participer à des choses, nouvelles, je le faisais en fait. Mm. Et ce qui faisait que, ben, à un moment, la grande, bah, elle a fait un alors tout le monde l'avait orientée vers la gendarmerie, nous on l'avait suivie, hein. On l'avait suivie à fond là-dessus et en fait un jour, les vœux étaient dépassés en plus en troisième hein, c'était dépassé. Elle dit en fait, non, on était à 2 semaines des vœux, un truc comme ça, de confirmation. Elle fait, «En fait, je sais ce que je veux faire, je vais être chef». Je vais être chef, mais chef de quoi? De cuisine. Je vais aller dans la cuisine. OK, bon, bah, d'accord, mais en fait, pendant tout ce temps-là, tu nous as dit que tu du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, moi qui avais, mon blog et ben, en fait, j'ai pris contact et que j'avais fait, des émissions et tout ça, j'ai pris contact avec un chef qui est très sympathique, enfin, un ancien chef, qui s'appelle, Gérard Cagna, voilà Mm. et du coup, j'ai pris contact avec lui. Je lui ai dit: «Bon, voilà, je sais que tu connais tout le monde. Est-ce que tu peux pas m'orienter et qu'on fasse faire un stage pour vraiment confirmer si c'est Ouais. ça que ma belle-fille veut faire?» parce qu'attends, en troisième, on te demande de déjà choisir, Ouais. voilà, en troisième, tu es un bébé, quoi, donc on est parti à Paris, on a passé une semaine à Paris. J'ai une copine à moi qui nous a hébergés, et du coup, tous les jours, je l'emmenais à son stage, elle est allée dans un restaurant, bistronomique en fait, Trop pas loin bien. de l'école Ferrandi d'ailleurs, Mm. voilà et après en finissant cette semaine, elle m'a dit: «Oui, je suis sûre, je veux faire ça». Ça, mais ça a été un accompagnement, tu vois? Ça a été, parce que moi, mes parents, ils m'ont beaucoup accompagnée en fait, dans ce que mon père, il m'a accompagnée. Alors, il m'a accompagnée, mais en même temps, il a fait aussi avec, je pense, ses moyens et avec, son éducation. Mm. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il comprend ce que je fais, mais à l'époque, les parents, ils ont du mal dès que ça sort du cadre, tu vois? Ouais, Dès c'est vrai. qu'ils ils s'inquiètent pour toi, tu sais? Dès que tu vas vers des sentiers, un peu inconnus, tu vois? Toi, je pense que c'est pareil, tu es quand même sur un créneau un peu, Ouais. pas comme tout le monde et moi pareil, tu vois? Et franchement, ça a été comment dire? Tout un cheminement et aujourd'hui, ce que j'invite les parents à faire, un peu comme mes parents m'ont aidé enfin mes parents m'ont orienté mais après j'ai fait un peu mes choix. Ouais. Mais c'est qu'en fait, faut pas, brider l'enfant à faire médecin, avocat, à travailler dans des bureaux et tout ça. Faut surtout essayer de comprendre ce que l'enfant a au fond de lui. Ça peut partir d'une passion, il aimait le dessin et un jour il sera illustrateur ou il sera styliste ou il sera, architecte. Tu vois? Ça peut ouvrir sur tellement de portes. Une passion peut ouvrir sur tellement de portes. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui on n'accompagne pas assez et moi c'est ce que j'ai voulu donner à mes belles-filles, Mm. et ce que j'ai envie toujours de donner, à les accompagner là-dedans en fait, tu vois? Mm. Ah, mais c'est génial. Voilà.
Et du coup, comment ça s'est passé avec ton fils? Du coup, lui qui est plus jeune et qui a 4 ans, est-ce que du coup, tu as pu un peu plus rentrer dans cette culture mauricienne plus rapidement qu'avec tes belles-filles finalement? Et par rapport à ton mari, est-ce que tu as pu en parler avant avec lui? Au niveau de l'éducation, est-ce qu'il y a eu, t'as vu une différence entre tes belles-filles et ton fils finalement? Alors mon mari, lui, c'est très, François le français, enfin, il est très ouvert, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour lui, ses enfants sont français et il a raison puisqu'ils sont nés sur le territoire français, voilà. Mais les origines sont là. On peut pas nier que mon fils est à quand même 50 mauricien, Ouais. enfin de sang en tout cas, tu vois? Donc moi, j'ai dit: «Je suis désolée, je suis mauricienne, mon fils, il a du sang mauricien et pour moi, il faut qu'il soit conscient de ça», tu vois? Mm. Et ce qui fait que oui, dès que je peux, j'appelle mes parents. On discute en créole. Mon fils nous entend parler en créole. Je ne lui impose pas et je ne lui parle pas en créole. Enfin, parfois, ça m'échappe, hein, voilà. Mm. Mais pour moi, c'est important qu'il entende cette langue, tu vois, Mm. qu'il mange aussi des plats mauriciens. Et moi, je vais pas aller inventer des noms, hein. Tu sais, en France, on dit la petite sauce, on Ouais. donne même pas de nom à certains plats. Ouais. On donne le plat, l'enfant il mange, il sait même pas ce qu'il mange en fait. Ouais. Voilà. Il est même pas cultivé au niveau de ce qu'il consomme. Moi, mon fils, il sait déjà ce que c'est que le miso, la soupe miso, tu vois, ce qui est japonais. Il sait déjà ce que c'est que la sauce soja. Il sait ce que c'est que le parmesan. Il sait ce que c'est qu'une. Les noms des plats, j'ai jamais utilisé un langage bébé Ouais. avec mon fils. Ah, mange le petit truc, les petites pâtes, les petits trucs. Mon fils, je vais pas faire un plat à part. Mon fils, je fais un plat. Pour nous, il mange la même chose. S'il mange pas ça, il mange rien d'autre, hein. Mm. Il n'a pas de dessert. Alors on peut me dire, ouais, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, c'est l'enfant roi, hein. C'est la théorie de l'enfant roi. Il a pas envie, mais il faut le laisser. Mais non, c'est quoi ça? Alors, je respecte les gens qui pensent comme ça, mais je vois aussi les adultes que ça donne après. Voilà. Ah, à bon entendeur, salut, hein, voilà, hein. Mon fils, il va chez n'importe qui, il mange ce qu'il y a. Après, il aime pas des choses, je sais qu'il n'aime pas le fromage de chèvre. Ça, c'est ses goûts, je vais pas lui imposer. Il n'aime pas. Je l'ai testé plusieurs fois, il n'aime pas. Donc ça, je vais pas le dégoûter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il connaît les noms traditionnels des plats. Mm. Et il les connaît depuis qu'il a 1 an et demi, enfin depuis il a l'âge de parler en fait. Et c'est hyper drôle d'entendre des mots un peu compliqués qui sortent de sa bouche parce qu'en fait, si tu veux, comme on en a parlé, comme de la pluie et du beau temps, et on a appelé un chat, du coup, bah forcément, son langage s'est aussi développé et il est capable aujourd'hui de comprendre qu'il y a différentes langues, différentes cultures. Il comprend que je viens d'un autre pays, que c'est une autre langue et ça, c'est juste, merveilleux et je lui fais écouter des musiques du monde dans différentes langues, des musiques de chez moi et en fait, il apprécie, une très grande variété et son oreille, voilà, son oreille est je trouve qu'il capte beaucoup plus de choses et pareil, je lui ai appris l'anglais parce qu'à l'île Maurice, c'est très important l'anglais et en fait, il capte tout. Il capte, absolument tout et c'est super, tu vois? C'est génial. Et alors justement, ce que je trouve intéressant en plus, c'est que ta culture fait complètement partie du coup de ton métier aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que c'est ça que je trouve assez incroyable. C'est finalement, du coup, ce qui est bien, c'est que tu l'as bien expliqué aussi par rapport à ton enfance, à ta famille, à ce que ça avait pu un peu t'inculquer. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est assez chouette, je trouve. Alors oui, alors, donc comme je le disais, j'ai démarré mon blog sur les bancs de l'école, Mhm. donc blog que j'ai repris. Blog, auquel pas grand monde croyait, hein. Parce qu'évidemment, quand tu démarres au début, ton truc il est tout moche, tes photos elles sont moches, ça fait un peu cucu, enfin, Ouais. tu vois? Enfin, tout le monde Comme tout début, quoi. quand tu regardes les trucs que tu as fait au début, tu te dis: «Ah c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça quand même, ah non, 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 ça je vais changer la photo, je vais changer le truc, je» tu ça te mais en même temps, c'est chouette de voir l'évolution après, tu vois? Quand tu fais un bond en 10 ans après, tu te dis: «Ah ouais quand même, j'en étais à ce stade et je suis arrivée à là aujourd'hui», tu vois? Mm. Et alors, tu vois,
aujourd'hui, il y a un système de standardisation. Ça, c'est un phénomène, que j'ai remarqué aussi. J'ai rencontré une anthropologue, enfin une étudiante en anthropologie. Ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit que je faisais de l'anthropologie sans le savoir, parce que j'étudiais énormément les phénomènes, les pensées, les trucs, et ça s'appelle l'anthropologie, je ne savais pas. Voilà. Et du coup, j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient sur la standardisation, c'est-à-dire, «Ah, mon voisin, il a fait ça, je vais faire pareil», tu vois? Mmh. Ici, tu as un bar à bière qui s'est ouvert, il y en a 10 autres qui se sont ouverts. Tu as non mais un barbier, un barbershop, ah bah tiens, plein de barbershops, ça fonctionne. Un burger qui s'ouvre, ah bah attends, j'ouvre mon truc. Un tacos, ah bah tout le monde ouvre son tacos. Non mais alors, aujourd'hui, stratégie de différenciation. Moi, je l'avais cette vision parce que j'ai toujours été marginale en fait. Ça date de mon enfance. Marginale un jour, marginale toujours. Voilà. Donc, et tu vois, j'étais typiquement, la personne qui étudiait des langues pendant que tout le monde, je te disais, allez, ils étaient en mode chill, en train de fumer, et puis moi j'étais là en mode, beh, qu'est-ce que je peux faire en fait pour être différente? Mmh. Couronne de fleurs sur la tête, en plein hiver évidemment, aussi, et en fait, je j'ai jamais suivi la mode, tu vois? Toujours habillée de dif enfin voilà, différemment. Voilà, et je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est ce qui a fait ma plus-value, c'est que j'ai cassé les codes et j'ai assumé mon identité profonde, c'est que je suis mauricienne. Alors oui, je me suis adaptée à la France qui m'a accueillie. Ça, je le dis haut et fort, t'en as, ils veulent trop être communautaires, ils veulent trop, en fait, ramener leur pays ici en omettant complètement que on est en France. Mmh. Moi, non. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même, on peut être, vivre ses origines tout en s'adaptant complètement à la France. Voilà. Donc moi, je me suis dit: «Je vais faire un mix des 2. Je vais, positionner mon blog sur la cuisine de l'île Maurice». Alors, imaginez quand vous avez un mari François le Français, qu'est-ce qu'il m'a dit? «Mais la France, c'est là où il y a la gastronomie, c'est là où, tu peux pas, tu vas arriver avec tes 3 plats là, les 3 plats que tu as», parce que monsieur, en fait, avant d'être marié avec moi, ne connaissait que 3 plats, en fait. Parce qu'on D'accord. lui avait pas, de ce que j'ai compris, il mangeait beaucoup plus français ou 3 plats mauriciens qui tournaient en boucle, voilà. Moi, quand je suis arrivée, je faisais des plats mauriciens complètement différents, tous les jours, et en fait, il s'est rendu compte que l'île Maurice, c'était Plus énorme, riche que ce quoi. qu'il C'est pensait, plus quoi. riche ce qu'il Mmh. pensait, en fait. C'est que c'est des a priori, tu vois? Donc j'ai dit: «Écoute, tout le monde, tous les blogs actuellement parlent de chouquettes, gougères, gratins, bourguignons, pot-au-feu». J'ai dit: «Si j'arrive et que je fais ça, en quoi je peux tirer mon épingle du jeu, en fait? En quoi je peux me démarquer?» Je dis: «Non!» Je dis: «Ce qui fait la plus-value, c'est moi, en fait», tu vois? Donc c'est d'où mon logo avec ma petite couronne de fleurs, tu vois? Enfin, que j'invite tout le monde à regarder sur l'atelier de Christelle. Du coup, j'ai dit: «Non, en fait, je vais être moi, je vais parler». Je lui dis: «Tu vas voir, je vais faire un tableau Excel». Ah, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un tableau Excel et j'ai listé toutes les spécialités mauriciennes. J'en ai recensé 300, hein. J'ai dit, «Franchement, si je publie, j'alterne, je fais du mauricien et je fais des plats français ou d'ailleurs revisités avec ma touche mauricienne, j'arriverai à tenir sur le long terme, hein». Mmh. Voilà, et franchement, j'ai réussi à tenir sur le long terme. Eh les gars, j'ai lancé le blog en 2013, on est en 2022 et il vit toujours, hein. Donc donc tout est parti de là, donc d'assumer mon origine, mes Mmh. origines, et tout en, utilisant des produits du terroir aussi français, et franchement, j'ai fait un mix des 2. Voilà, donc j'ai fait des ateliers culinaires où j'ai fait découvrir ma culture et tout ça. Mon agence de com, enfin ma casquette d'influenceuse avec la création de contenu food, photographie, stylisme culinaire, voilà, et aujourd'hui, ben, en fait, j'ai réussi à être repérée par des marques de niche, tu vois? Mmh. Et à travailler pour ces marques. Parce que si finalement j'avais fait des trucs de monsieur et madame tout le monde, en quoi j'aurais pu me démarquer? Même en Normandie, je suis un oiseau rare, en fait. Je sais pas moi, des poireaux ou je sais pas ce que, non, j'ai rien contre les gens qui font des poireaux, mais je fais pas, du miel, j'ai rien contre les apiculteurs, mais j'ai chaque producteur a sa plus-value, hein, entendons-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est tellement niché, c'est tellement segmenté que forcément, ça saute aux yeux, en fait, tu vois? Ouais. Donc et ça se démarque et en fait, c'est finalement j'ai toujours été ce point noir au milieu d'une feuille blanche. Ah non, c'est génial. Non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, je sais que tu avais fait des ateliers, je sais que tu fais des ateliers à quatre mains, où justement tu peux mixer différentes cultures, hormis la tienne et la française. Ouais, Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que cette mixité culturelle, tu l'as eue depuis le début. Avec ta famille et finalement tu as continué en fait d'aller sur cette voie-là et le fait que tu sois ouverte, à un moment donné, tu as aussi, bah, comme tu le disais au début, quand tu arrives en France, tu as trouvé les opportunités et tu les as saisies. Et finalement, bah, toute cette culture-là, bah, tu la transmets aujourd'hui dans ta famille, mais à travers finalement tes différents réseaux et en rencontrant du coup d'autres personnes qui sont aussi intéressées par la cuisine d'autres cultures. c'est ça, exactement et tu vois, sur ma chaîne YouTube, je fais le parallèle. J'invite des gens qui sont de différents pays. D'ailleurs, sur la photo, tu vois, c'est typiquement ça. La chef, elle est gabonaise, donc elle nous a fait une recette, tu vois, de ses origines, Mhm, avec du manioc, donc qui est un tubercule qui est aussi consommé à l'île Maurice. Et moi, j'ai fait une autre recette avec du taro. mhm, C'était un peu des cousins, si tu veux. Et en fait, on a fait un parallèle entre sa culture et ma culture, tu vois. mhm, Et en fait, c'est ça aujourd'hui, je veux faire des ponts, des passerelles, créer des choses entre les différentes cultures, voilà, pour donner une ouverture et en fait, montrer qu'il y a une réelle richesse dans la diversité, en fait, tu vois? Et voilà et franchement, tout mon business model, ça s'est fait là-dessus, en fait. Tout ce que je fais, même les marques, pour lesquelles je travaille, alors, tout le monde, tous les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai la tête très dure, hein. Je suis mhm. souple, mais j'ai la tête très dure. C'est-à-dire que quand je on pourrait m'appeler Idéfix, hein. C'est comme le chien de d'Obélix, tu vois? Idéfix, mais parce que en fait, quand j'ai un truc dans la tête, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc. Donc quand même, tu vois, j'ai une émission qui va faire appel à moi pour, montrer une recette ou un n'importe quoi, je vais pas écraser mon identité pour correspondre à l'émission ou pour, correspondre, alors je m'adapte aux clients, hein, surtout quand il y a pas mon nom dessus, quand je travaille à ce qu'on appelle en marque blanche, et là, je m'adapte à l'image. Par contre, si les gens décident de s'associer à moi, mon identité, il faut qu'elle soit là. C'est-à-dire que même si on voit un produit du terroir français et tout ça, il faut que je puisse apporter ma touche et ma pierre à l'édifice et mon côté mauricien exotique. Et ça, c'est indéniable, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait ma richesse et j'ai envie de dire dans tout, quoi. Dans l'éducation de mon fils, dans mon entreprise, dans ma façon de traiter aussi mon équipe. Je veux que ce côté, toujours faire vivre l'île Maurice en étant en France. Hmm, c'est génial. Alors on arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire aux gens, puisez en vous, puisez en vous. Heu, Essayez de vous rappeler tout ce dont vous aviez envie de faire quand vous étiez petit. Revenez aux sources, revenez à la base. Parce que, c'est finalement, ça, la on se rend pas compte à quel point, toutes ces petites voix intérieures ou le cercle qui te dit: «Tu peux pas le faire» pour telle ou X raison et en fait, tu finalement ça te déconstruit. Enfin, tout ce qui vous a déconstruit va vous permettre aujourd'hui de vous reconstruire, en fait Hmm, et puisez même, des bonnes enfin, retirez même des bonnes choses de vos échecs des échecs de vos parents et arrêtez d'en vouloir vos parents de ne pas avoir fait telle ou telle chose parce que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Et vous-même, vous ne savez pas quel genre de parent vous allez être. Voilà, parce que forcément, hein, on ne voit pas ses propres défauts. Hein. hmm, hmm, Voilà, et essayez de vous servir du mauvais pour en faire quelque chose de bon, de l'imparfait pour en faire quelque chose de parfait. Et même quand vous rencontrez des épreuves, bah, en fait, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de pourrir la vie des gens. Il faut juste rebondir
et se dire: «OK, je je vais faire quelque chose de bien et je vais y arriver, en fait» Mmh. et déchirer tout. Voilà. C'est un super message, j'adore. Et alors pour finir, où pouvons-nous suivre tes aventures et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Ah bah, évidemment, je viens du digital, je suis créatrice de contenu, alors, on peut me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur, YouTube évidemment, parce que là j'ai relancé ma chaîne YouTube, avec des vidéos, sur tous les vendredis à 17h30. Donc faut y aller. Voilà, bon faut y aller. Vidéo lifestyle, il y a du vlog, il y a de tout, il y a des recettes, il y a des bonnes adresses, il y a du do it yourself, il y a vraiment tout. Sur LinkedIn aussi, on peut m'ajouter Christelle Froger, hein, parce que je Mmh. suis aussi là, pour répondre à des questions. Je suis aussi, j'aime aussi, faire du réseau, c'est-à-dire, si je peux aider quelqu'un, mettre en lien avec quelqu'un, je le ferai avec plaisir. Surtout pour la recherche de stage. Tu hyper efficace. Je suis hyper efficace, j'ai une armée de stagiaires, voilà et voilà quoi donc et puis si vous testez mes recettes ou si je vous ai inspiré, bah, partagez une story, identifiez-moi, je la repartagerai. Voilà. Super. Bon, en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Au moins, ça a permis de nous revoir un peu en visio après Ouais, toutes moi ces aussi, années. trop. Donc c'est vraiment trop trop chouette et j'espère que du coup cet épisode vous aura plu en tout cas. Ouais, moi aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.